Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à mon petit entretien avec Camille Robert. Bonjour Camille, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter notre invité et par la suite, nous poursuivrons avec les questions concernant, entre autres, son plus récent ouvrage. Toutes les femmes sont d'abord ménagères, qui portent sur l'histoire de la reconnaissance du travail ménager au Québec. Camille Robert, elle est chercheuse, militante féministe, candidate au doctorat en histoire à l'UQAM. Sa recherche actuelle au doctorat porte sur les expériences syndicales des femmes dans les grèves au Québec dans les années 80. Son mémoire, dont est issu le livre, porte donc sur l'analyse des discours et des mobilisations féministes autour de la question de la reconnaissance du travail ménager de 1968 à 1985. Elle a été chroniqueuse à CIBL et contribue également à histoireengagée.ca. Tout d'abord, bonjour Camille Robert. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. On va commencer tout de suite, avec la première question se rapportant à votre livre. Vous inscrivez votre démarche, dans la deuxième vague de féminisme, quoique votre recherche chevauche également la troisième vague de féminisme. Pouvez-vous présenter brièvement pour l'auditoire ces différentes vagues? Oui, en fait, c'est des termes qui sont à utiliser avec certaines réserves, avec certaines précautions du moins, parce que ça rend pas toujours compte de toute la complexité des mobilisations et des discours féministes, aussi certains éléments de continuité entre ce qu'on appelle les différentes vagues du féminisme, mais ça permet quand même de comprendre certaines tendances dans l'histoire du féminisme, puis ça peut être utile justement pour venir catégoriser les différentes phases, si on veut, de toute la pensée et des mobilisations féministes. Donc, quand on parle de la première vague, on parle généralement du mouvement féministe qui commence en Europe et en Amérique du Nord au tournant du 20e siècle, donc la fin des années 1800, début 1900. Et on associe souvent cette première vague-là à toutes les mobilisations pour l'obtention du droit de vote des femmes. Plus largement, on peut parler aussi de mobilisation pour que les femmes obtiennent des droits politiques et juridiques. Par exemple, certaines vont revendiquer le fait de pouvoir se présenter comme candidates aux élections. D'autres vont revendiquer l'accès des femmes à certains programmes d'éducation, car il faut savoir que plusieurs femmes n'avaient pas accès à l'éducation supérieure, notamment à certains programmes, ou ne pouvaient pas exercer des professions comme médecin, avocate, etc. Donc, c'est vraiment la revendication d'une égalité de droits. Au Canada et au Québec, il y a une stratégie qui est un peu plus réformiste au niveau des moyens d'action. C'est-à-dire que quand on pense, par exemple, aux mobilisations pour le droit de vote, souvent on a l'image des suffragettes en Angleterre qui avaient des moyens d'action plus radicaux, que ce soit en s'enchaînant les unes aux autres, en faisant des grèves de la faim, etc. Donc, au Québec, au Canada, ça va être un peu plus modéré au niveau des moyens d'action. Par exemple, les féministes vont faire pression sur les députés pour finalement obtenir certains droits, certaines réformes au niveau légal. Et au niveau des organisations, il y a le National Council of Women of Canada qui est formé en 1893. Et en 1907, les femmes canadiennes françaises vont former leur propre organisation, donc la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Et dans cette organisation-là, elles vont développer certains discours féministes, organiser des activités, etc. et évidemment faire pression sur les politiciens. Et quand on parle de la deuxième vague, c'est dans tout le contexte du renouveau féministe de la fin des années 60, donc 68, 69 à peu près, début 70, dans la foulée de ce qu'on a appelé le mouvement de libération des femmes. Il s'agit d'une nouvelle génération de féministes. Elles viennent moins des organisations de femmes qui existaient déjà, comme la FFQ, donc la Fédération des femmes du Québec, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, ou comme par exemple l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, l'AFEAS, qui est une autre organisation qui existe encore aujourd'hui. En fait, ces militantes-là sont surtout issues des regroupements de la gauche de l'époque. Donc, la gauche étudiante, elles viennent du mouvement étudiant, elles viennent du mouvement syndical, du mouvement indépendantiste, socialiste, et elles vont aller au-delà de la revendication d'une égalité de droits.
pour s'intéresser plutôt aux aspects de l'oppression des femmes qui étaient jugées privées. Donc, elles vont dire, c'est pas suffisant de revendiquer une égalité de droit, il faut aussi voir dans la sphère privée comment les rapports d'oppression sont perpétués. Un des slogans, d'ailleurs, de l'époque, c'est « le privé est politique ». Donc, elles vont venir politiser certains enjeux privés, comme l'avortement et la contraception. Donc, ça, c'est souvent une des luttes les plus visibles de cette période-là, des années 70. Les luttes aussi contre la violence conjugale, contre les agressions sexuelles, et évidemment, ce qui m'intéresse, là, toute la question de la reconnaissance du travail ménager. On rappelle qu'au début des années 70, il y a encore une majorité de femmes qui sont ménagères, donc qui sont au foyer à temps plein pour s'occuper des enfants, tenir la maison, etc. Il y a encore pas tellement de femmes qui travaillent, mais évidemment, au cours des années 70, là, il va y en avoir de plus en plus. Et c'est important de dire qu'au sein même de cette deuxième vague féministe-là, il y a plusieurs tendances. Donc, les féministes ne s'entendent pas toutes. Il y en a certaines qui sont plus réformistes, qui vont mettre de l'avant, encore une fois, des politiques plus de pression là, auprès des instances politiques. Certaines d'entre elles vont être des féministes marxistes, donc ils vont s'inspirer de toute la pensée socialiste de l'époque. Il va y avoir des féministes autonomes, radicales, anarchistes, matérialistes, lesbiennes. Donc, on voit vraiment là un mouvement féministe qui se développe et qui se diversifie au fur et à mesure des années 70. Et finalement, quand on parle de troisième vague, ça émerge plutôt à la fin des années 80, au début 1990, et c'est là qu'on assiste à une certaine diversification des pratiques et des revendications féministes, et on voit aussi une volonté de tenir davantage compte du vécu de certaines femmes, qu'elles soient racisées, transgenres ou qu'elles vivent avec un handicap. Et c'est là aussi que se développe tout ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc, c'est peut-être un concept que vous avez déjà entendu. En fait, c'est cette idée-là que il n'y a pas seulement une oppression femme, mais que selon les différentes identités, finalement, il va y avoir différents types d'oppression qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Par exemple, le vécu d'une femme qui est racisée, par exemple, qui est noire, va pas être le même vécu qu'une femme qui est blanche mais lesbienne ou qu'une femme qui vit avec un handicap ou une femme transgenre. Et ces différentes formes d'oppression-là, finalement, vont s'accumuler les unes par-dessus les autres. Donc, c'est un petit peu ça, là, l'idée de l'intersectionnalité. Et c'est un des héritages importants de cette troisième vague féministe-là. Donc, la période que j'ai étudiée touche à peine, si on veut, la troisième vague. En fait, ça va arriver peut-être un petit peu plus tard au Québec, vu que moi, j'arrête en 1985. Mais encore aujourd'hui, là, on pourrait dire qu'on est dans une certaine troisième vague, là, c'est-à-dire qu'il y a encore cette idée-là de diversifier le plus possible le féminisme pour tenir compte des différentes pratiques. Puis il y a aussi différentes tactiques qui sont liées, par exemple, avec l'apparition d'Internet. Donc, le féminisme, le troisième vague, finalement, on serait encore dedans. Donc, c'est des termes qu'on peut utiliser de manière mitigée. Par exemple, il y a encore certaines féministes qui ont une pensée plus proche du féminisme radical des années 70 aujourd'hui. Donc, évidemment, tous ces courants-là d'idées continuent. Ça ferait un petit peu le tour, à moins qu'il y ait des précisions que tu voulais apporter. Parfait. Merci de ce portrait, en fait, des différentes vagues de féministes. Ça nous aide à contextualiser un peu plus la lutte sur la reconnaissance, justement, du travail ménager. En fait, la question là, portant de base, je dirais, là, pour le livre, c'est pourquoi une étude concernant la reconnaissance du travail ménager, pourquoi c'est pertinent actuellement, puis pourquoi le thème en soi est un thème intéressant. Oui. Mais en fait, pourquoi je me suis intéressée au départ à ce sujet-là, c'est que j'avais lu un livre de Louise Toupin sur le mouvement international du salaire au travail ménager. Donc, c'était au début des années 70, il y a eu une campagne en Amérique du Nord, en Europe, pour demander un salaire au travail ménager qui aurait été versé par l'État, par le gouvernement. Et c'était mis de l'avant par certaines féministes plus d'inspiration marxiste, là, mais qui disaient, dans le fond, si la société continue à fonctionner, la société capitaliste continue à fonctionner, c'est parce qu'il y a une énorme quantité de travail gratuit qui est fait par les femmes, essentiellement, qui est fait par les mères pour mettre au monde, éduquer les enfants, pour soigner les travailleurs, les nourrir pour qu'ils puissent retourner chaque matin à l'usine. Donc, il y avait cette idée-là de dire, si on revendique un salaire, non seulement
premièrement, on va gagner un pouvoir économique, mais en plus, on va venir faire contrepoids au système capitaliste qui profite de notre travail gratuit. Et donc, j'ai lu ce livre-là sur le mouvement de revendication du salaire au travail ménager. Et ce qui en est ressorti un peu pour ce qui portait sur le Québec, c'est que, là, on en reparlera plus tard, mais la revendication du salaire au Québec a été vraiment refusée par les militantes féministes. Puis, je me suis posé un peu la question, ben, OK, ça a été refusé, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu de victoire significative sur la reconnaissance sociale et financière du travail ménager? Quand on pense au combat féministe des années 70, on voit qu'en matière d'avortement et de contraception, par exemple, il y a eu des victoires assez importantes qui ont été gagnées. En matière d'équité salariale aussi, les luttes contre les agressions sexuelles, la violence conjugale, il y a eu tout un réseau là, qui s'est bâti de maisons d'hébergement, par exemple, de différents centres aussi pour soutenir les victimes et les survivantes d'agressions sexuelles. Donc, tout ça, évidemment, c'est des enjeux qui sont pas 100% gagnés. Là, on l'a vu récemment avec tout le mouvement Moi aussi, par exemple, au niveau des agressions sexuelles. Mais quand même, il y a eu des victoires assez importantes dans les années 70 et 80, puis jusqu'à aujourd'hui. Et le travail ménager, on dirait que c'est un enjeu féministe qui a été énormément discuté dans les années 70, un peu 80, mais qui a été abandonné en cours de route. J'ai l'impression. Et j'ai voulu finalement savoir un petit peu pourquoi cet enjeu-là avait pas été finalement repris là, par le mouvement des femmes et mené jusqu'au bout pour obtenir différentes victoires. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est qu'il y avait cette idée-là qu'avec l'intégration des femmes au marché du travail dans les années 70 et 80, ben la répartition du travail ménager serait naturellement appelée à se régler. Donc, on se disait, plus les femmes vont travailler, moins elles vont être à la maison puis faire le travail ménager. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'elles se sont ramassées à devoir faire ce qu'on appelle une double journée de travail. Donc, en plus de devoir travailler toute la journée, une fois qu'elles retournaient au foyer chez elles, ben, elles devaient encore prendre soin des enfants, elles devaient encore nettoyer la maison, elles devaient encore faire à manger, faire l'épicerie. Donc, finalement, cette idée-là que les femmes se libéraient totalement par l'intégration au marché du travail, ça s'est révélé être un piège, finalement, à mon avis. On regarde aujourd'hui au niveau du partage des tâches entre les conjoints hétérosexuels, il y a encore une différence là, au Canada d'environ 10 heures par semaine entre le travail ménager qui est fait par les femmes versus leurs conjoints. Et la seule situation où il y a un partage du travail qui est vraiment égalitaire, c'est quand la femme est un emploi à temps plein à l'extérieur de la maison et quand l'homme est au temps plein au foyer. Donc, c'est la seule situation où il y a vraiment un partage égal entre les conjoints, c'est quand la femme travaille et que l'homme est au foyer. Donc, c'est assez évocateur. Et encore aujourd'hui, il y a toute la question de la charge mentale. Donc, tout le travail de faire le suivi familial, là, au niveau de l'organisation familiale, ça repose encore énormément sur les femmes qui demeurent les principales responsables de prendre soin des enfants, de faire le suivi des rendez-vous médicaux avec l'école, avec la garderie, avec le camp de jour, les inscriptions, etc. Donc, selon moi, au niveau même de la répartition dans la sphère privée, il y a encore énormément à dire. Et on voit aussi des conséquences sur les milieux de travail. On peut penser aux secteurs qui sont traditionnellement féminins, qui sont considérés encore, si on veut, comme des extensions du travail ménager, qui sont sous-rémunérés, sous-valorisés. On peut penser à l'exemple récent avec toutes les mobilisations des infirmières. Donc, on exige une quantité immense de travail de soins dans des conditions qui sont inacceptables au nom du dévouement pour autrui puis du fait qu'elles prennent soin de d'autres personnes. Donc, sous prétexte que des personnes vulnérables qui dépendent de leurs services, on va imposer des conditions de travail finalement qui seraient impensables dans d'autres secteurs d'emploi. Donc, quand on pense à quels secteurs dans lesquels les femmes sont majoritairement présentes, que ce soit l'enseignement, les soins infirmiers, l'éducation à la petite enfance, on voit généralement que les conditions de travail sont assez basses. Et d'après moi, il y a un lien assez évident là, avec le fait que dans la sphère privée, c'est un travail qui est gratuit puis qui est dévalorisé. Et finalement, une autre question là, qui m'a fait m'intéresser à ça aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en particulier, les femmes doivent non seulement performer dans leur emploi, dans leur vie sociale, mais doivent également performer dans la sphère privée.
Donc, il y a cette double pression-là qui s'exerce sur elles, c'est-à-dire que dans les années 70, oui, elles devaient réussir dans leur foyer, bien tenir leur maison, bien éduquer leurs enfants et tout ça, mais aujourd'hui, il y a une double pression, c'est-à-dire que non seulement ta maison doit être belle pour Instagram puis Pinterest, mais en plus, tu dois avoir une carrière épanouie, une vie sociale foisonnante, être la meilleure des mères, faire des biscuits, des biscuits au chocolat, puis prendre une photo parfaite pour la mettre sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a encore cette pression-là qui s'exerce sur les femmes, mais à travers des nouvelles médiatisations, là, à travers les réseaux sociaux. Parfait. Donc, on voit toute l'actualité d'une telle étude et comment ça s'inscrit aujourd'hui, puis que le combat, malgré tout, se poursuit actuellement là, concernant le travail ménager. Et ça nous amène, en fait, au concept même de travail ménager, parce que parfois, dans les écrits, dans la sphère publique en général, on va parler surtout de travail domestique. Donc, pourquoi avoir choisi le terme, le concept spécifique de travail ménager et pourquoi pas le concept de travail domestique? Oui. En fait, j'ai choisi d'utiliser ce terme-là parce que c'était ce qui était utilisé par les militantes elles-mêmes. Donc, pour mon mémoire de maîtrise, puis qui est maintenant le livre, j'étais allée lire beaucoup de journaux féministes de l'époque, dont Québécoises debout, Les Têtes de pioche, La vie en rose, donc toutes les publications des féministes de l'époque. Et le travail ménager, c'était le terme qui était utilisé par les militantes elles-mêmes. Donc, j'ai voulu rendre le plus justement possible leur vocabulaire puis leur pensée. Puis d'ailleurs, je soulignerais que c'est assez intéressant que ce soit qualifié de travail parce que, là, on y reviendra, là, mais dans toute la première vague féministe, là, on parle plutôt de devoir maternel, de vocation, donc le fait de dire que c'est un travail, toutes les activités domestiques, là, c'est une première là, dans les années 70, fin 60, début 70, et c'est là aussi que c'est particulier à la deuxième vague. Puis d'ailleurs, les militantes vont s'inspirer beaucoup de toute la pensée marxiste pour théoriser le travail ménager en disant que les ménagères font une production, mais qu'elle est invisibilisée car elle n'a pas de salaire, mais qu'elles utilisent des moyens de production, donc la laveuse, tous les appareils ménagers, pour finalement faire une production domestique. Donc, il y a cette inspiration marxiste-là qui est intéressante. Mais à partir des années 80, le vocabulaire va commencer à changer, notamment avec le Conseil du statut de la femme qui va publier plusieurs études sur ce qu'appelle maintenant le travail domestique. Et ce changement de vocabulaire-là est lié à une volonté de se distancier des premières féministes là, qui ont théorisé ces questions-là au début des années 70. Donc, les ménagères vont devenir ce qu'elles appellent des productrices domestiques et le travail ménager devient du travail domestique. Donc, il y a cette coupure-là qui correspond là, peut-être un peu à ce changement de ton dans le mouvement féministe. Et une autre raison aussi, c'est que le travail domestique, c'est beaucoup utilisé dans les écrits féministes là, pour qualifier le travail qui est effectué par les travailleuses domestiques, donc des femmes qui sont embauchées pour prendre soin des enfants, pour tenir la maison, etc. Donc, je voulais faire peut-être un peu cette distinction-là entre les travailleuses domestiques et les ménagères. Donc, on peut faire aussi le lien avec justement la question des infirmières actuelles. C'est très intéressant où on parle dans la première vague, ce que tu disais, c'est qu'on parlait pas encore de travail ménager, mais que c'était vraiment une question de vocation. Donc, puis c'est exactement le discours que tiennent plusieurs là, sur le travail des infirmières actuellement. Donc, c'est pas parti tout à fait ce discours-là. Oui. Oui. Il persiste cette conception-là que les femmes sont naturellement appelées à être dévouées pour autrui, là, alors que quand tu dois faire du temps supplémentaire obligatoire, c'est pas une question de dévotion, là, mais c'est d'exploitation plutôt. Tout à fait. Donc, l'étude, en fait, porte sur 3 périodes du mouvement de reconnaissance du travail ménager, soit 1907 à 1969, 1969 à 1978 et 73 à 85. Donc, c'est pas une erreur, là, c'est que ça se chevauche. Et donc, quelles sont les ruptures importantes que l'on peut marquer à l'égard, justement, de la reconnaissance de ce travail ménager? Oui, donc en fait, la première partie, c'est plus sur le début du 20e siècle, donc la première vague féministe, si on veut.
Au départ, je voulais pas nécessairement m'intéresser à cette partie-là parce que c'était moins nouveau, puis mais j'ai quand même décidé de le faire pour, après ça, mieux voir dans les années 70 qu'est-ce qui a changé, finalement, par rapport à cette première vague féministe-là. Donc, je commence au début du 20e siècle, très brièvement, là, j'ai vu qu'il y avait deux approches face au travail ménager. Donc, une première partie du mouvement des femmes va venir naturaliser le travail ménager, c'est-à-dire va pas remettre en question le fait que c'est le devoir naturel des femmes d'être au foyer, etc., mais va en fait se servir de ça pour aller demander des droits. Donc, elles vont dire ce qu'on fait au foyer, le fait d'élever des enfants, de les éduquer, de soigner nos maris, etc., ben quand on fait ça, c'est un devoir qu'on rend à la société. Donc, il y avait déjà cette idée-là que c'était un travail utile. Elle disait pas travail, là, mais il y avait cette idée-là que c'était une responsabilité même civile des femmes. Et il y a une autre partie du mouvement des femmes à ce moment-là qui va plutôt dire que c'est un véritable travail et qui doit être reconnu là, à travers différents droits. Il y a d'ailleurs Eva Circé-Côté, qui était une des féministes là, marquantes de cette première vague-là, qui a été journaliste, chroniqueuse, bibliothécaire, donc une femme extrêmement intéressante. Et dans certains de ses écrits, elle lançait l'idée d'une grève des femmes pour finalement revendiquer un salaire en disant, ben, on rend un service qui est utile à la société, donc payez-nous, sinon on fait une grève, on va porter les enfants aux sœurs, puis Donc, c'était un petit peu fictif, là. Elle mettait pas réellement de l'avant cette piste d'organisation-là, tu sais, dans le cadre d'une mobilisation, mais déjà là, on voit qu'il y avait cette idée-là vraiment de reconnaître le travail ménager comme travail. Puis c'est dans cette période-là aussi, donc au début du 20e siècle, qu'on voit différentes mesures gouvernementales qui vont venir encadrer un peu le travail des ménagères. Donc, il y a le premier programme d'assistance aux mères nécessiteuses. Ça, c'est mis en place pour les femmes dont le mari est absent ou est décédé. Donc, elles ne touchaient plus de revenus parce qu'on est encore évidemment à une époque où une femme ne peut pas vraiment travailler, dépend du salaire de son mari pour voir à ses besoins. Donc, ça venait finalement pallier à ça, mais c'était des revenus qui étaient extrêmement bas, ça suffisait pas à bien vivre. Il y a aussi les allocations familiales qui sont mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui vont pas tellement venir rémunérer le travail des ménagères, mais venir donner un montant pour subvenir aux besoins des enfants. Et c'est intéressant parce que les allocations familiales sont mises en place donc après la Deuxième Guerre mondiale, mais à un moment où on essaie de faire revenir un peu les femmes au foyer. Parce qu'on sait que les femmes ont beaucoup travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont remplacé souvent les hommes là, dans les usines qui étaient partis à la guerre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on met en place certaines mesures là, pour essayer de les inciter un petit peu à retourner au foyer. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des garderies qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Après ça, elles ont été démantelées, évidemment, parce qu'on voulait pas que les femmes continuent à travailler. Et également aussi, il y a l'aide sociale qui est mise en place dans les années 60, qui est pas exactement non plus une reconnaissance du travail ménager, mais qui va permettre à certaines femmes, par exemple monoparentales, de toucher un certain revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et à la fin des années 60, finalement, il y a une commission d'enquête nationale qui est mise en place. Donc, la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, ou la Commission Bird, puisque elle était dirigée par Florence Bird, qui était une journaliste. Donc, cette commission d'enquête-là est mise en place suite à une campagne de mobilisation du mouvement des femmes de l'époque qui a vraiment fait pression sur le gouvernement pour mettre cette commission d'enquête-là en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette commission d'enquête-là va s'intéresser au travail non salarié des femmes. Et là, on comprend qu'il s'agit du travail ménager, qui n'est pas nommé comme tel, mais c'est vraiment intéressant de voir que cette commission-là va considérer ça déjà comme un travail, puis mettre de l'avant là, différentes mesures pour venir reconnaître ce travail-là ou essayer de réduire la dépendance financière des femmes qui l'exercent. Il y a aussi une recommandation sur toute l'idée de formation permanente, donc pour que certaines femmes qui étaient ménagères
une fois que leurs enfants ont été élevés, qu'elles puissent retourner sur le marché du travail, donc faciliter leur intégration à l'université. C'est des programmes encore aujourd'hui que certaines personnes adultes utilisent, qui n'ont pas nécessairement fait leur cégep, mais c'est un des héritages de cette commission d'enquête-là, puis qui était pensé là, au départ pour les femmes au foyer. Il y a aussi la recommandation de mettre en place les congés maternité, qui n'existaient pas avant. Donc, dans un premier temps, les congés de maternité, ça va être lié à l'assurance-emploi. Bref, il y a toutes sortes de mesures comme ça qui nous viennent directement de la commission Byrd, qui est assez méconnue, là, mais qui est quand même intéressante à mon avis. Oups. Et cette commission d'enquête-là vient vraiment se situer à la jonction entre les deux vagues féministes. Donc, on est à la fin des années 60, début 70, quand le rapport de la commission d'enquête est publié. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va venir donner des études chiffrées au mouvement féministe pour faire des revendications et avoir vraiment une idée de c'est quoi la condition des femmes à l'époque, parce qu'il y avait aucune étude pratiquement, il y avait aucune donnée pour venir faire des revendications. Et donc là, on passe à la deuxième période qui se situe dans tout le début de la deuxième vague féministe, donc à partir de 69. Il y avait déjà des groupes de femmes, évidemment, mais là, il y a des groupes plus radicaux qui émergent, comme le Front de libération des femmes, le Centre des femmes. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est des militantes qui viennent un peu plus de la gauche radicale et elles vont finalement aller au-delà de la revendication d'une égalité de droit pour vraiment prendre les enjeux privés, avortement, contraception, travail ménager, violence conjugale, agression sexuelle et venir les politiser. Et elles en viennent à s'intéresser au travail ménager parce qu'elles vont chercher un peu d'où vient l'oppression des femmes. Elles vont dire, les femmes nécessairement visiblement dans la société sont dans une situation subordonnée, elles sont opprimées, donc d'où ça vient. Et il y a cette idée-là que l'exploitation du travail ménager des femmes, c'est le plus petit dénominateur commun de la condition de toutes les femmes. Donc elles vont dire, si on est dans cette situation subordonnée-là, c'est parce que notre travail à la maison est exploité et ça a des conséquences sur notre vie de couple, ça a des conséquences sur notre vie professionnelle, sur notre vie sociale, familiale, etc. Et elles vont vraiment prendre cet enjeu-là du travail ménager et venir le politiser. Il va y avoir un débat à ce moment-là dans toute la gauche sur comment reconnaître le travail ménager, finalement. Pour certaines, ça va être le salaire au travail ménager. Pour d'autres, ça va être la socialisation, donc de mettre en place des services collectifs pour prendre en charge le travail ménager. On peut penser à tout le mouvement des garderies populaires à l'époque, donc il n'y avait pas encore de centre de la petite enfance. Et certains groupes communautaires, certains parents, certains groupes féministes s'organisaient pour mettre sur pied des garderies populaires, pour finalement permettre soit aux femmes d'aller travailler ou de les décharger un petit peu de la responsabilité de prendre soin des enfants. Donc, il y a le salaire, la socialisation, et finalement, il y a différentes réformes qui vont être revendiquées par les militantes de l'époque. Par exemple, de bonifier les allocations familiales, de bonifier le congé maternité. Donc, c'est en gros les trois avenues, là, salaire au travail ménager, socialisation et réforme. Et dans le troisième chapitre, finalement, je montre comment, à la fin des années 70, il y a un déplacement, si on veut, de tous les débats sur le travail ménager qui passe des groupes féministes plus radicaux à des groupes plus larges, un peu plus réformistes. On peut penser aux organismes de conditions féminines, donc par exemple le Conseil du statut de la femme, qui va publier plusieurs rapports, plusieurs études sur la question du travail ménager. Il y a son équivalent aussi au niveau canadien qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le Conseil consultatif sur la situation de la femme au Canada, si ma mémoire est bonne. Et il y a les comités de conditions féminines dans les différentes centrales syndicales qui vont s'intéresser aussi à cet enjeu-là. Et la Fédération des femmes du Québec et l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, donc la FFQ et la FIAS, qui vont aussi tenir des consultations sur le travail ménager. Donc, ce que j'ai constaté finalement pour cette période-là, c'est que à mesure que les consultations, les mobilisations et les débats sur le travail ménager s'élargissaient, toute la radicalité puis le discours plus anticapitaliste dans ces mobilisations-là était un peu délaissé. Et le débat au Québec, en tout cas, c'est un petit peu terminé sur
en fait, avec la publication d'un rapport du Conseil du statut de la femme qui s'appelait Du travail et de l'amour. Donc, c'est un rapport qui est publié en 1985 et qui va venir clore un peu les débats sur le travail ménager en disant finalement, on n'est ni pour ni contre le salaire. C'était, si on veut, une espèce de résumé des études qui ont été publiées jusqu'à présent sur la question. Mais ça l'a agi un petit peu comme éteignoir pour le mouvement féministe, en tout cas. Donc, ça a clos un peu les débats en faisant une synthèse, mais en proposant pas vraiment de pistes de solutions au niveau des mobilisations. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que la question du travail ménager a vraiment touché l'ensemble du mouvement féministe, mais ça a été aussi une question assez controversée, puis on y reviendra. Puis, ça a touché aussi la gauche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont pris position sur le travail ménager. Le Parti québécois, par exemple, dans ses premiers programmes, avait une proposition de verser un salaire aux conjoints au foyer. Donc, ça a été vraiment très, très large comme débat. Donc, parfait. Merci pour cette synthèse donc des différents moments de cette lutte. Une question, par contre, me vient à l'esprit là, suite à la réponse donnée. C'est concernant les rapports, en fait, entre les féministes, essentiellement, québécoises, parce que c'est surtout des féministes québécoises, et certaines canadiennes, leur rapport avec les féministes anglophones canadiennes, mais aussi des féministes d'autres États occidentaux. Est-ce que vous pourriez nous en parler juste quelques minutes? Oui. En fait, au début, quand la deuxième vague féministe commence, là, si on veut, à la fin des années 60, dans le premier groupe qui est formé, le Front de libération des femmes, il y a à la fois des militantes anglophones et francophones. Puis, éventuellement, les militantes francophones vont décider d'exclure les militantes anglophones en disant que, en s'appuyant sur de la littérature anglophone, donc qui venait soit des États-Unis, soit de l'Angleterre, elles exerçaient un contrôle idéologique et colonialiste sur les militantes francophones. Faut rappeler qu'à l'époque, il y avait évidemment tout le mouvement indépendantiste qui était assez actif. Donc, évidemment, ces enjeux-là étaient très, très chauds, là, si je peux dire. Et aussi, à l'époque, il y avait très peu de publications féministes en français. Il y avait, évidemment, Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, il y avait La femme mystifiée de Betty Friedan, mais il y avait très peu de publications qui étaient accessibles en français. Donc, l'accès à cette littérature féministe-là était un enjeu assez important, je dirais. Puis, pour certaines militantes féministes francophones, finalement, il y avait vraiment cette volonté-là de lire la littérature francophone, de mener les débats en français. Donc, dans le Front de libération des femmes, les anglophones vont être exclus. Et plus tard, quand il y a un symposium international qui va se pencher là, sur la question du salaire au travail ménager, ça se passe à l'Université McGill, les militantes francophones vont refuser d'y participer parce que l'événement se tient en anglais. Elles vont aussi refuser de participer à une caravane pour le droit à l'avortement qui a parcouru tout le Canada. Elles vont plutôt mener leur propre action au Québec, là, mais elles vont dire on reconnaît pas l'État canadien, donc on participe pas à cette mobilisation-là. Aujourd'hui, on verrait plus ça, là, évidemment. Mais les militantes francophones ont vraiment affirmé là, cette volonté-là de mener leur combat en français. Il va y avoir quand même certains échanges là, avec les militantes européennes. Par exemple, le journal québécoise Debout, donc qui était le journal du Centre des femmes. En tout cas, le Front de libération des femmes a publié un numéro, mais surtout, c'est le Centre des femmes qui a publié ce journal-là. Elles vont éventuellement recevoir 2 militantes du mouvement du salaire au travail ménager, donc Maria Rosa Dalla Costa et Selma James. Donc, finalement, il y a quand même des échanges, là, évidemment. Il y a certaines militantes aussi qui vont participer aux conférences sur le salaire au travail ménager. Il y a aussi un collectif anglophone qui est le Montreal Power of Women Collective, qui était en fait le seul groupe qui a vraiment défendu la revendication du salaire au travail ménager à Montréal et au Québec, mais c'était des militantes anglophones et de ce que j'ai vu, il y avait très, très, très peu d'échanges entre francophones et anglophones à cette époque-là. Parfait, merci pour cette précision. Justement, ça nous amène à la prochaine question, à savoir
qui sont justement ces femmes militantes qui sont actrices de ce débat concernant la reconnaissance du travail ménager? Oui. Dans un premier temps, c'est des femmes qui sont assez jeunes, qui sont issues de la gauche. Donc, c'est des étudiantes, certaines travailleuses, certaines chômeuses, certaines sont ménagères, donc au foyer à temps plein. Donc, c'est ces militantes-là plus jeunes, si on veut, qui, par rapport au groupe de femmes déjà existants, qui vont, si on veut, commencer à mener cette lutte-là. Puis ensuite, il y a un élargissement. Donc, la FFQ et la FEAS vont se saisir de tout le débat sur le travail ménager. Et dans le cas de la FEAS, par exemple, c'est particulièrement intéressant. C'est une organisation qui regroupe beaucoup des femmes en région. Donc, dans chaque région, il y a des cercles locaux. Et elles vont mener d'abord toute une mobilisation sur, fin 70, si ma mémoire est bonne, sur la reconnaissance des femmes collaboratrices du mari. Ça, dans le fond, c'est les femmes qui travaillaient dans l'entreprise familiale de leur conjoint ou de leur mari. Puis c'était pour que ces femmes-là obtiennent une reconnaissance, par exemple en cas de divorce ou peu importe. C'est-à-dire que ces femmes-là travaillaient à temps plein dans... Ça peut être autant dans une ferme que dans le commerce de leur mari. Mais, par exemple, en cas de divorce, elles se retrouvaient vraiment avec rien. Donc, il y avait aussi ces femmes-là qui étaient considérées pas comme des travailleuses, comme des femmes au foyer, mais qui ont vraiment... Donc, la FEAS a vraiment mené une mobilisation pour cette reconnaissance-là. Et au début des années 80, la FEAS va vraiment s'intéresser à la question du travail ménager, va organiser des consultations locales et un congrès national ensuite, sous le thème « Moi aussi, je travaille au foyer ». Et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir une mobilisation plus large pour aller rejoindre les ménagères. Donc, je dirais que ça rejoint différents types de femmes, là, selon les organisations qui ont mené ces mobilisations-là. Donc, on voit que c'est un mouvement qui est assez pluriel, qui est hétérogène. Puis d'ailleurs, ça mène à des débats assez importants là, dans la reconnaissance du travail ménager. C'est-à-dire que certains milieux féministes vont réclamer justement un salaire pour le travail ménager effectué et d'autres le refusent. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est un débat qui a été extrêmement houleux dans le mouvement féministe. C'est une des raisons aussi qui fait en sorte que c'est aussi intéressant de se pencher là-dessus. En fait, en revendiquant un salaire, il y avait cette idée-là que si on salariait le travail ménager des femmes, ça allait perpétuer leur assignation à la sphère domestique. Donc, de dire, on veut pas salarier ce travail-là parce que si on le salarie, les femmes vont rester au foyer, elles vont pas aller travailler, elles vont pas s'émanciper. Alors que ce qu'on a vu finalement, c'est qu'il y a une double journée de travail là, qui a été créée en conséquence face à ça. Donc, beaucoup de femmes à l'époque craignaient, avec raison, j'imagine, que il fallait pas craignaient de salarier le travail en disant que ça allait reconduire leur oppression dans la sphère domestique, puis qu'il fallait plutôt mettre en place toutes les conditions possibles et nécessaires pour qu'elles puissent occuper un emploi à l'extérieur. Ça, c'était l'idée de la socialisation ou des réformes, par exemple, en disant, on va créer des garderies, on va créer des cantines, on va créer des cliniques populaires pour que ces femmes-là, finalement, puissent, autant que possible, être libérées de la charge de travail ménager. Et donc, il y avait vraiment tout un débat sur est-ce que la libération des femmes passait par leur intégration au marché du travail, au travail salarié, ou est-ce qu'il fallait pas plutôt reconnaître et salarier le travail ménager, puis commencer par ça. Donc, le débat était vraiment là. Puis c'était extrêmement tendu. Par exemple, quand il y a une pièce de théâtre qui a été présentée en 75-76, c'était la pièce « Maman travaille pas à trop d'ouvrages » qui est inspirée d'une petite phrase de Yvon Deschamps. Donc, cette pièce-là mettait en scène une grève des ménagères. C'était présenté par le Théâtre des Cuisines, qui était une troupe de théâtre féministe à l'époque, et qui ont fait une tournée un petit peu partout au Québec, qui ont présenté cette pièce de théâtre-là. Et à la fin de la pièce, les ménagères revendiquaient un salaire. Donc, elles faisaient grève et elles demandaient un salaire. Puis,
quand il y a eu des discussions, c'était tellement tendu. Il y a des femmes qui se mettaient à pleurer tellement elles voulaient pas, elles étaient contre puis opposées à la revendication d'un salaire. Donc, c'était tellement tendu que les militantes et en fait, les actrices, les comédiennes du Théâtre des Cuisines ont dû changer la fin de la pièce de théâtre pour, à la place, revendiquer des garderies puis différents services pour finalement calmer les tensions parce que même on voyait que même dans une pièce de théâtre, qui est une fiction, là, on rappelle, juste d'évoquer le salaire au travail ménager, c'était extrêmement conflictuel. Donc, ça a vraiment été délaissé comme question. Et d'après moi, il y a peut-être quelque chose à voir justement avec le fait que toute la littérature féministe qui défendait le salaire au travail ménager n'a pas vraiment été traduite en français. C'est-à-dire que les quelques féministes qui défendaient cette perspective-là au Québec n'avaient peut-être pas les outils théoriques pour défendre cette revendication-là. C'est juste à la fin des années 70, au début des années 80, que là, il y a les premières traductions en français de cette littérature-là, mais beaucoup plus tard que le mouvement qui, lui, était situé au début des années 70. Donc, ouais, c'est ça. C'était extrêmement tendu comme question. C'est intéressant puisque vous dites aussi dans votre livre que les garderies, parfois, sont perçues aussi comme un objet d'asservissement parce que les femmes ont justement cette double journée. Donc, dans les deux cas, les discours, on démontre que finalement, la femme est perdante, que ce soit avec le salaire ou avec la garderie, en fait, de ce type de mesure-là. Oui, puis il faut voir aussi qui travaille dans ces établissements-là. Dans les garderies, c'est surtout des femmes qui sont éducatrices à la petite enfance. Dans les écoles, c'est la même chose. Dans les CHSLD aussi, pour prendre soin des personnes âgées. Donc, il faut voir aussi dans ces marchés, dans ces nouveaux secteurs d'emploi-là, ou pas toujours nouveaux, là, mais comment cette division du travail-là est aussi reconduite, puis comment ces différentes formes d'oppression puis d'exploitation du travail-là aussi se perpétuent. Tout à fait. Puis, vous avez évoqué, à plusieurs reprises, là, que ce soit des organisations, que ce soit, en fait, la presse ou encore, un collectif théâtral. Donc, on en vient à savoir, justement, quels sont les différents moyens de lutte qui ont été privilégiés par les différents mouvements féministes dans le combat, puis comment ces moyens de lutte ont évolué dans le temps? Oui, comme vous le soulignez, c'est assez diversifié. Donc, dans un premier temps, les groupes féministes autonomes vont évidemment publier des journaux et des revues. Parmi celles-ci, il y a Québécoise debout, que j'ai déjà mentionné. Il y a le journal Les Têtes de pioche aussi, qui commence en 1976. Il y a le journal La vie en rose, qui publie son premier numéro en 1981. Donc, évidemment, il y a toutes les publications féministes. Elles vont aussi publier des tracts. Elles vont aussi faire des actions directes, donc différents coups d'éclat qui sont pas directement reliés au travail ménager, mais qui sont reliés à l'image puis au rôle qu'on a des femmes dans la société. Par exemple, à l'occasion de la Fête des mères, les militantes du Front de libération des femmes vont faire un tract pro-avortement puis aller distribuer ça donc le jour de la Fête des mères, ce qui est quand même assez provocateur. Aussi, à Longueuil, elles vont occuper des tavernes. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les tavernes. Donc, il va y avoir des occupations de tavernes par des militantes féministes. Elles vont se faire arrêter, aller en prison. Aussi, à l'occasion du Salon de la femme, certaines d'entre elles vont... le Salon de la femme, à l'époque, c'était vraiment encore tout l'idéal là, de la femme au foyer, la reine du foyer. Donc, elles vont aller au Salon de la femme, crier des slogans, essayer de perturber un peu le Salon de la femme. Il y a le théâtre, donc le Théâtre des Cuisines qui fait une tournée à travers le Québec pour conscientiser les femmes sur les enjeux liés au travail ménager. Il y a du cinéma documentaire aussi, donc il y a le documentaire D'abord ménagère, qui est sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez le voir, qui est fait par la comédienne Luce Guilbeault, mais qui va finalement devenir un peu documentariste avec ce film-là, qui est dans tout le courant du cinéma direct. Donc, elle va vraiment interroger des ménagères pour qu'elles parlent de leur vécu. Les comités syndicaux de conditions féminines vont s'intéresser aussi au travail ménager, ils vont mener des consultations, publier des documents, faire certaines recommandations pour les congrès. Et dans le cas de la FFQ et de la FEAS, c'est des consultations qui sont beaucoup plus larges, notamment dans les régions. Les organismes gouvernementaux aussi, comme
le Conseil du statut de la femme et le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme vont publier des études, des évaluations, des rapports de recherche sur le travail ménager. Et je dirais qu'on part des stratégies plus radicales au début des années 70 pour finalement aller tranquillement vers une analyse du travail ménager comme problème social et comme frein à l'émancipation des femmes. Donc, comme plusieurs luttes au Québec, la lutte s'est faite de façon, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, il y a un esprit assez réformiste, donc c'est pas très radical comme action, il n'y a pas de violence employée, donc qui est assez typique en fait de la société québécoise. Juste en revenir en fait au titre même de votre ouvrage, parce que l'anecdote mentionnée dans le livre est assez intéressante. Donc, le titre en soi, donc, toutes les femmes sont d'abord ménagères. Ça ramène à cette identité, en fait, de ménagère. Donc, pourquoi l'identité même, en fait, de ménagère en soi est contestée par certaines féministes? Oui, comme j'ai dit plus tôt, il y avait cette idée-là que la condition commune de toutes les femmes, c'était d'être ménagère. Bien sûr, les féministes de l'époque faisaient certaines distinctions. Elles disaient que selon la classe sociale, l'expérience n'était pas la même, qu'une femme soit lesbienne ou hétérosexuelle, qu'elle soit blanche ou racisée. Donc, elles pensaient quand même ces différences-là dans la particularité de la condition de ménagère. Mais quand même, elle disait, ben, ce que toutes les femmes ont en commun, c'est l'exploitation de notre travail ménager. Donc, qu'on soit au foyer, au travail, avec la famille, avec des amis, il y a toujours cette attente-là à ce qu'on exerce un travail gratuitement pour autrui. Donc, c'est ça qu'elles avançaient. Et pour d'autres femmes, il y avait un malaise à se revendiquer de cette identité de ménagère-là, parce que une proportion de plus en plus importante d'entre elles occupaient un emploi salarié à l'extérieur, et ça les renvoyait aussi à leur propre position d'opprimée, c'est-à-dire que le statut de ménagère est quand même un statut d'exploitation, d'oppression, et certaines femmes, j'ai l'impression, voulaient en finir le plus rapidement possible avec cette identité de ménagère-là qu'elles voulaient rejeter en disant, ben non, moi je suis travailleuse, je ne suis plus une ménagère. Et donc, selon moi, cette réticence-là à, premièrement, se dire ménagère et deuxièmement, mener des mobilisations à partir de ce statut-là ont quand même affecté la possibilité de faire un front commun féministe qui aurait eu une envergure semblable, par exemple, à la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception, là, qui s'est déroulée un petit peu à la même époque, donc années 70-80. Donc, ce rejet-là de l'identité de ménagère, pour des raisons qui sont quand même légitimes, là, beaucoup de femmes ne voulaient plus du tout être associées à ça. D'après moi, c'est un des facteurs qui a empêché justement le fait que cette lutte-là continue puis qu'il y ait des victoires importantes qui soient gagnées. C'est quand même intéressant de faire le parallèle avec aujourd'hui, comme vous faisiez au début, en fait, avec toute la question de la charge mentale qui revient vraiment à l'avant-plan. Donc, je pense qu'il y a des ponts à faire, effectivement, là, puis de revoir justement cette conception. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous étiez probablement au secondaire en 2012. Donc, en fait, Camille Robert, on vous connaît entre autres parce que vous êtes une militante dans divers mouvements sociaux, notamment dans le fameux Printemps érable. Et militante évidemment féministe. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué, je trouve, dès le départ, là, la question du rapport de l'identité. Et là, on est dans une recherche plus... disons, empirique, plus théorique. Donc, ça crée quand même une certaine, parce qu'on parle toujours de la recherche, que la recherche doit être le plus objective possible, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement de faire de l'histoire dans une perspective féministe, mais avec une expérience militante, et une expérience militante, je dirais, assumée, dite, explicite? C'est une excellente question. Il y a une première particularité avec ça, là, c'est premièrement de faire l'histoire d'une période qui est très récente, donc les années 70-80. Les personnes impliquées à cette époque-là sont encore vivantes. J'ai parlé à certaines d'entre elles pendant que j'écrivais mon mémoire. Donc, c'est des personnes qui sont relativement accessibles. Puis en histoire,
je commencerai peut-être un peu par cette réflexion-là, là, mais ça pose plusieurs défis parce que on pense généralement que l'histoire, c'est de faire s'intéresser au passé de personnes qui sont décédées ou d'événements qui ont eu lieu il y a très longtemps. Mais quand on fait là, comme ce que j'appelle, ou comme ce que beaucoup historiennes appellent l'histoire du temps présent, on travaille avec des personnes qui sont encore vivantes. Ça pose plusieurs défis parce que si on se trompe, ben ces personnes-là peuvent lire ce qu'on fait puis dire « Ah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Puis c'est assez intéressant aussi de confronter notre propre vision, parfois de valider certaines choses. Puis dans mon cas, le fait d'être une militante féministe de ma génération, puis de parler avec d'autres militantes féministes qui ont été actives dans les années 70 et 80, ben c'est extrêmement intéressant. Puis c'est un privilège, je dirais aussi que beaucoup d'historiens et d'historiennes n'ont pas quand ils s'intéressent à des périodes qui sont trop éloignées. Donc il y a cette première chose-là. Puis dans mon livre, en fait, je sais pas si je le mentionne de cette façon-là, mais c'est le résultat un petit peu de 3 parcours qui sont liés selon moi. Premièrement, un parcours qui est académique, donc c'est surtout à l'université que j'ai redécouvert l'histoire du Québec, parce que quand j'ai commencé, je voulais rien savoir de faire de l'histoire du Québec. J'avais eu mes cours au secondaire, puis pour moi, c'était inintéressant, ennuyeux. Et finalement, je me suis intéressée plus à l'histoire des mouvements sociaux au Québec, que j'ai redécouvert à travers des parcours d'individus ou de groupes marginalisés, que ce soit les femmes, le mouvement syndical, les groupes militants, les personnes immigrantes. Donc, généralement, des récits qui sont marginalisés par tout ce qu'on appelle la grande histoire. Donc, de s'intéresser à la marge de l'histoire, finalement, ça donne une nouvelle perspective. C'est aussi le résultat, évidemment, d'un parcours militant, comme vous l'avez souligné. J'ai été impliquée dans le mouvement étudiant, dans le mouvement syndical, féministe, en tant que militante, en tant qu'apprentie historienne aussi, là, alors que je commençais mon baccalauréat à l'université. Et je pense que le fait de connaître notre histoire permet aussi de saisir la capacité d'agir qu'on a, permet aussi de penser les transformations sociales qu'on souhaite voir. Donc, de se dire que ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est le résultat de luttes, de combats qui ont été menés par différents mouvements sociaux. Ça nous redonne un pouvoir aussi, je pense, sur le fait qu'on peut changer les choses. Et ça permet de voir le monde actuel non pas comme un état de fait, mais comme le résultat de rapports de pouvoir et de combats, évidemment, qui sont parfois victorieux, parfois réprimés. Et finalement, ce livre-là, c'est aussi le résultat d'un parcours personnel comme jeune femme. Comme j'ai dit plus tôt, j'avais fait la lecture du mouvement, du livre sur le mouvement du salaire au travail ménager de Louise Toupin, et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre vie de couple, familiale, etc., sur mes observations là, sur toute la division sexuelle du travail qui était encore présente, là, très présente selon moi. Donc ça a eu une influence, évidemment, sur le choix de mon sujet de maîtrise. Et je dirais aussi que, comme avec ma posture de militante, ça me permet aussi peut-être d'avoir une compréhension du mouvement féministe de l'époque qui est peut-être plus sensible que si j'étais, je sais pas, un homme qui était pas militant, pas féministe. Donc, je crois que ça vient donner une perspective qui est peut-être plus ancrée qui permet peut-être plus de comprendre à l'époque ces préoccupations-là. Puis j'ai aussi cette position-là que en sciences sociales et en histoire, il y a rien qui est neutre, il y a rien qui est 100% objectif. On a toujours les objets auxquels on s'intéresse, on le fait toujours à partir d'une perspective actuelle, présente, qui est vraiment liée à nos préoccupations. Donc, le fait que moi, je m'intéresse à cette histoire-là du mouvement féministe dans les années 70 et 80, ben c'est parce que je suis féministe, c'est parce que je veux connaître l'histoire des femmes, je veux la faire connaître. Et ça, je crois que c'est une position qui est importante à mentionner, puis c'est honnête, c'est honnête que de le dire. Puis je pense que ça vient aussi briser cette idée-là que toute l'histoire ou toutes les sciences sociales sont 100% neutres et objectives, parce que je crois que c'est pas le cas. Donc, l'un et l'autre se nourrissent, effectivement, puis il y a toute la tendance aussi, entre autres dans les écrits féministes, de voir justement l'importance de l'expérience. Hein? Oui. Donc, de l'expérience concrète, vécue, qui permet d'avoir une perspective qui est complètement différente, tout à fait.
Oui, tout ce qu'on appelle les points de vue situés, donc c'est ça, de présenter notre perspective à partir de notre position. Puis ça permet aussi d'admettre, si on veut, des biais qu'il pourrait y avoir. Puis concernant votre réflexion sur l'histoire du Québec, j'ai vu certains de mes collègues sourire à l'arrière parce que c'est un cas que l'on vit effectivement au cégep où il y a, disons, que c'est pas très racoleur là, comme cours. Dès le départ, les étudiants et les étudiantes arrivent avec une certaine, disons, réticence à venir au cours puisqu'ils ont eu quand même beaucoup d'histoires du Québec, surtout avec la réforme scolaire. Donc, c'était intéressant de vous entendre sur le choix de finalement faire de l'histoire du Québec, mais d'un autre angle, justement. Fait que c'est peut-être ça qui manque, en fait, c'est l'angle dans lequel on fait l'histoire du Québec. Oui, parce qu'il y a tellement de manières de faire l'histoire, puis j'ai l'impression que, moi, c'était un autre programme quand j'ai fait mon parcours secondaire, évidemment, que les gens qui sont ici aujourd'hui, pour la plupart. Mais, en fait, on enseigne l'histoire comme si c'était ça qui s'est passé, puis il n'y a rien à discuter. Alors que quand on s'intéresse vraiment à l'histoire, puis on n'a pas besoin d'étudier en histoire ou d'être historienne pour le faire, on peut voir qu'il y a plusieurs façons d'aborder ça. Il y a plein de sujets auxquels on peut s'intéresser. Puis c'est pas évidemment limité là, à tout ce qui est le grand récit historique, donc l'histoire des événements politiques, si on veut, l'histoire des grands hommes, l'histoire des guerres, des conflits, là, ça peut être beaucoup plus large que ça. On peut faire de l'histoire culturelle, on peut s'intéresser à l'histoire du théâtre, du cinéma, à l'histoire des mobilisations, des mouvements sociaux. Donc, ça peut être... il y a beaucoup de possibilités avec l'histoire. Tout à fait. Donc, une dernière question pour vous avant de prendre les questions du public. Comment les jeunes, justement, qui sont ici aujourd'hui, peuvent changer les choses, en fait, dans une perspective féministe? C'est une grosse question. Je me suis arrêtée aux années 80, fait que... c'est ça, premièrement, évidemment, je pense qu'en faisant de la recherche, puis en écrivant sur ces sujets-là, c'est une première façon de... pour moi, là, ça a été une première façon d'essayer d'y contribuer. Je pense que aujourd'hui, il y a vraiment... Le féminisme a le vent dans les voiles. On l'a vu avec... les automnes derniers, avec différents mouvements de dénonciation des agressions sexuelles. On voit aussi qu'avec les médias sociaux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de commencer des campagnes qui deviennent virales, qui deviennent même mondiales dans quelques heures. Puis c'est intéressant parce que j'en discutais avec Louise Toupin, qui est une des fondatrices du Front de libération des femmes. Puis c'est ça qu'on se disait. Elle disait, ça, c'est possible aujourd'hui parce qu'il y a les médias sociaux, parce que, il y a... dans les années 70 ou 80, de faire une campagne qui devient mondiale en quelques jours, quelques heures, ça aurait été impensable. Donc, je pense qu'il y a des outils supplémentaires aujourd'hui pour mener ces mobilisations-là. Donc, évidemment, je pense que il y a la réflexion, l'éducation populaire qui est extrêmement importante, à la fois de s'auto-éduquer, d'éduquer les autres à travers des conférences, à travers des échanges. Ça peut être à travers des discussions à titre individuel, mais qui sont super importantes, je pense, pour faire changer les mentalités. Évidemment, il y a toute la question du consentement là, qui a été assez présente dans les discussions des derniers mois, même des dernières années, je dirais. Il y a l'inclusion, par exemple, des femmes trans, des personnes non-binaires, qui sont des enjeux aussi plus récents, qui datent de quand même quelques années, là, quelques décennies, mais qui continuent de plus en plus à faire surface. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, par la discussion, par l'engagement. Ça peut être à travers différents moyens. Je sais que dans certains cégeps, par exemple, il y a des comités femmes qui sont mis sur pied ou des comités féministes. Parfois, ça passe par l'engagement dans une association étudiante. Moi, je l'ai fait là, pendant quelques années. Puis ça permet d'organiser des camps de formation, différents ateliers, des conférences, des activités, de publier des textes dans des journaux étudiants. Je crois qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Puis l'important, c'est en fait de choisir la manière de s'impliquer qu'on souhaite. Il n'y a pas une bonne manière, mais ça peut être autant d'éduquer notre famille sur certains enjeux féministes que d'écrire des textes ou d'organiser une activité, un atelier. Donc, ça peut être assez varié, je dirais. Mais définitivement, je pense qu'il y a des outils aujourd'hui que les jeunes féministes ont et elles n'ont qu'à s'en saisir.
Parfait, merci Camille Robert. Donc, on va passer maintenant à la période de questions du public. On vous demanderait d'aller au micro, donc, qui est installé dans la salle afin qu'on puisse capter là, la question pour l'enregistrement. Oh, on a une première question qui arrive à l'instant. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je me demandais, il y a quelques années, j'ai été choisie par Statistique Canada et il y avait justement des questions sur le ménage, qui faisait, quel était le nombre d'heures à laquelle chaque membre consacrait au ménage. Avez-vous pu voir certaines corrélations ou déductions, en tout cas, sur le sujet? Il y a eu des études à partir des années 70 sur le temps consacré au travail ménager, là, à l'époque. C'est sûr que ces études-là ont été utilisées par les féministes à l'époque. Puis il y a des études aussi qui mesurent comment ça a évolué dans le temps, puis encore aujourd'hui. Moi, les études que j'avais consultées, je crois que c'était comme 2014 ou 2015, me semble. Mais ces chiffres-là sont utilisés par les mouvements féministes là, pour faire des études, des revendications, etc. Puis je sais qu'il y a aussi certaines organisations qui demandaient à ce que le temps de travail ménager soit pris en compte dans le produit national brut, donc en termes de production, même si c'était pas un travail qui était salarié. Oui. Merci. Donc, merci pour cette question. On prendrait d'autres questions de la salle. On vous en prie, soyez pas timide. Alors, merci Camille Robert pour ces propos très éclairants. Vous avez dit, vous êtes limité, évidemment, il y a un choix à faire, jusqu'aux années 80 ou à peu près, mais c'est un regard aussi très occidental. Et donc, la question que je me posais, c'est concernant cette problématique-là, est-ce que vous avez pu regarder aussi la situation ailleurs, hors zone Occident, et qu'en est-il peut-être même aujourd'hui de cette question-là, ailleurs que dans notre univers occidental? Excellente question. En fait, c'est ça, c'est une campagne qui a touché surtout l'Europe, l'Amérique du Nord. Mais après ça, il y a certaines féministes, notamment Silvia Federici, là, qui est une des théoriciennes du mouvement du salaire au travail ménager, qui se sont intéressées à comment, finalement, ça c'était vécu dans les pays colonisés, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Silvia Federici parle d'une nouvelle division internationale du travail en disant que de plus en plus, on va déléguer le travail ménager sur les femmes dans des pays colonisés ou décolonisés. Et il y a ce rapport-là où certaines femmes occidentales vont se libérer du travail ménager, mais au détriment des femmes de ces pays-là. On peut penser, par exemple, à tous les programmes d'immigration pour faire venir des aides familiales résidentes, qui sont surtout des femmes qui viennent des Philippines, donc qui viennent prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées et entretenir la maison pour que des femmes blanches, souvent aisées, puissent travailler à l'extérieur. Donc, il y a cette nouvelle division internationale du travail. Federici avait parlé aussi de comment, avec tous les programmes d'ajustement structurel qui étaient liés au FMI, au Fonds monétaire international, qui est imposé, par exemple, aux pays d'Afrique. Elle a vécu en Afrique quelques années. Puis elle observait comment ces programmes-là, finalement, venaient créer une exploitation des femmes, comme ce que les femmes occidentales avaient vécu, mais à travers ces programmes-là, imposaient des mesures qui faisaient en sorte que les femmes étaient dépossédées de leurs terres, étaient dépossédées du pouvoir qu'elles avaient. Il y a aussi, évidemment, la question des femmes autochtones. C'est-à-dire que quand il y a eu la colonisation ici, l'Église et les différentes instances politiques ont imposé un modèle de domesticité aux femmes autochtones qui, elles, dans leur société, avaient eu traditionnellement quand même un pouvoir qui était plus important. Et donc, en imposant ça, elles ont été finalement reléguées à la sphère privée. Elles ont perdu
leur pouvoir politique. Et jusqu'en 1951, elles ne pouvaient pas finalement s'impliquer politiquement là, dans leur communauté, dans les conseils de bande. Et jusqu'en 1969, les Autochtones n'avaient pas le droit de vote. Là, c'est extrêmement tard. Donc, les femmes autochtones, jusqu'en 1951, dans leur propre communauté, étaient privées de leur pouvoir politique. Et jusqu'en 1969, du droit de vote là, au Québec. Donc, ces modèles de domesticité-là se sont finalement ajoutés là, à tous les rapports d'exploitation colonialistes qui ont été mis en place à la fois ici, à la fois en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Donc, il nous reste du temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions émanant de la salle? Donc, une question. Je vous en prie, mademoiselle. Bonjour. Ma question est un peu très large. De nos jours, on voit souvent dans les réseaux sociaux la question des jouets d'enfants qui sont beaucoup pour les filles dans le côté ménager, le cuisinaire, puis toutes ces affaires-là. Comment est-ce que vous percevez ça, ce côté-là? Oui, ben c'est vraiment une question intéressante. En fait, dès le rapport de la commission Byrd là, qui a été publié au début des années 70, il y avait toute la question de l'éducation des enfants, qui était déjà une des préoccupations mises de l'avant. Et on disait, ben oui, il y a cette division sexuelle du travail-là, cette division entre les rôles des sexes, mais c'est reconduit aussi à travers l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc, en enseignant aux petites filles à, tu sais, déjà là, prendre soin d'une maison avec des jouets, puis tout ça avec des poupées, puis en enseignant aux petits gars à plus aimer l'aventure, les jeux de guerre, puis tout ça, ben on était déjà en train de créer artificiellement cette division-là. Puis aujourd'hui, dans les magasins de jouets, on le voit encore tout à fait, là, c'est assez clair, tu sais, les sections de jouets pour filles, toutes roses, avec des balais, des petites machines à laver, puis tout ça. Puis pour les garçons, avec des jouets qui sont plus portés sur l'aventure, les super-héros, etc. Et ils commencent à avoir cette préoccupation-là pour moins genrer les jouets, comme on dit. Mais je pense effectivement que c'est une des formes d'apprentissage des rôles sexuels traditionnels sur laquelle on doit travailler au niveau de ce qu'on montre comme exemple aux enfants. Il y a le documentaire « La domination masculine » qui est assez intéressant. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un documentaire où, dans un passage qui est assez long, on voit justement dans les magasins pour enfants comment, à travers ces jouets-là, les stéréotypes sont reconduits, puis comment les enfants aussi, dès 3, 4, 5 ans, intériorisent vraiment ces rapports-là de genre. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, parce qu'il y a même des campagnes de sensibilisation qui circulent actuellement. Là, entre autres, je pense à une campagne que vous avez peut-être vue sur le web où on voit justement un garçon qui joue à la poupée, puis on dit « Qu'est-ce que vous allez lui montrer à devenir un bon père? » Donc, c'est effectivement... ça débute, là, mais c'est... pour être maman, j'en conviens. Il y a même des Legos maintenant pour filles, aussi incroyable que ça puisse paraître. Déjà, quand j'étais jeune, il y avait des Legos roses, ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de la salle? Donc, concernant l'histoire, oui? Donc, allez-y. Oui, vous avez surtout étudié donc les publications des groupes féministes de gauche ou à la rigueur libérale. Avez-vous rencontré des discours de droite ou de ce qu'on pourrait considérer de la droite réclamant un salaire pour la ménagère, sous-entendu en disant on va les encourager à demeurer à la maison, puis etc.? Oui. Effectivement, moi, j'ai décidé vraiment de m'intéresser aux publications féministes ou qui avaient un discours féministe. J'ai décidé de ne pas m'intéresser à ces discours-là plus conservateurs, mais il y en a eu quand même à l'époque. Il y a eu le Crédit social qui proposait un salaire à la ménagère. Il y a eu aussi les Bérets blancs qui ont demandé un salaire à la ménagère. En tout cas, je sais qu'en Estrie, là, il y avait des grosses bannières où ils revendiquaient un salaire à la ménagère. Donc ça, c'est différent vraiment de la revendication du salaire au travail ménager qui, elle, peut concerner l'un ou l'autre des conjoints ou même la personne célibataire qui exerce le travail ménager. Puis le salaire à la ménagère, c'était vraiment
plus dans une perspective conservatrice, là, c'est de dire que oui, on va donner une reconnaissance, mais c'est que la place de la femme est quand même au foyer. Et il y a eu des échos plus récents là, avec la coalition Avenir Québec. En fait, l'Aile Jeunesse, dans son dernier congrès, dans son cahier, avait une proposition pour bonifier l'allocation aux conjoints qui restent au foyer avec des enfants en bas âge. Mais c'est ça, évidemment, on se doute que ça va être la femme. Mais en fait, il n'y avait rien d'autre dans leur programme qui concernait la condition des femmes. C'était le seul point qui concernait les femmes et la famille. Mais oui, il y a cette distinction-là à faire absolument entre les discours des groupes conservateurs et des féministes qui mettaient de l'avant le salaire au travail ménager. Donc, on aurait encore un peu de temps pour des questions de la salle. J'aurais peut-être envie d'entendre les personnes plus jeunes sur est-ce que vous observez encore cette division-là du travail dans votre famille ou si vous habitez en appartement avec vos colocataires, votre chum ou votre blonde. Donc, vous pouvez aller au micro, soyez pas timide. Moi, je suis vraiment curieuse, en fait, de savoir comment cet enjeu-là, si ça vous rejoint actuellement ou si vous trouvez que c'est vraiment différent puis que c'est réglé aujourd'hui, là, vous avez le droit de penser ça aussi. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut s'exprimer sur la pertinence, sur son expérience, l'expérience de sa famille? Comment c'est vécu aussi, peut-être, avec les familles migrantes versus donc les familles natives? Donc, si vous êtes de deuxième génération... comment vous percevez à l'égard à la maison? Est-ce qu'il y a une adaptation? Si vous avez de première génération, est-ce que c'est différent, le rapport au travail ménager dans votre pays d'origine, puis ici au Québec? Ça peut être une autre piste aussi, s'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette question-là, ça serait intéressant. Merci, courageuse dame. Rien. Mais dans le fond, genre, moi, je suis africaine, tout ça. Mais moi, mon grand-père puis mon père, ils font autant de ménage que ma mère. Genre, ils font la vaisselle, ils cuisinent. J'ai jamais vu mon père pas faire la vaisselle, puis mon grand-père pas la faire non plus. Fait que, genre, c'est ça, là. C'est vraiment ça. Fait qu'il y a des hommes proactifs dans ta famille. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être aussi des jeunes hommes qui pourraient s'exprimer sur la question? Comment vous percevez justement les rapports aux enfants, au travail ménager? Comment vous voyez ça pour l'avenir? Évidemment, vous êtes un peu bien jeune, là. Peut-être n'êtes-vous pas père et vous n'y pensez pas déjà, mais le rapport au travail ménager, est-ce qu'il y aurait un courageux qui irait au micro? Oui, une courageuse. Mais il y a aussi, je pense, dans les choix de carrière, là, quand on pense, tu sais, quand on est une jeune femme, tu sais, là, au cégep, évidemment, vous avez eu un choix à faire à la fin de secondaire sur le programme dans lequel vous vous êtes inscrit ou inscrite. Je sais pas dans quel programme vous étudiez, mais... Tu sais, par exemple, pour les personnes qui sont en soins infirmiers, en technique d'éducation à la petite enfance, j'imagine que vous constatez qu'il y a une majorité de femmes qui sont inscrites dans ces programmes-là. Est-ce que vous percevez un petit peu cette différence-là, tu sais, entre les genres dans les milieux traditionnellement féminins? Est-ce qu'il y aurait un volontaire, une volontaire? Donc, ça vous parle pas du tout, en fait? Et pourtant, vous êtes si prompt à vous exprimer en classe. Donc, je vous remercie, Camille Robert. Je sais qu'il y a un tirage qui va être fait de 3 exemplaires là, de votre livre. Donc, Mélanie de la bibliothèque. 3 numéros. OK. 3 numéros. Texte. OK. Alors, premier numéro du tirage, 61 26 57 6. Donc, 61 26 57 6. La personne est-elle encore là? Oui. Nous avons une gagnante, non? Ah. Oui? Oui. Oui.
Donc, félicitations. Donc, prochain tirage. 61, 26, 54, 6. Donc, 61, 26, 54, 6. Bravo. Nous avons un gagnant. Et peut-être que cette lecture vous inspirera des questions et des commentaires la prochaine fois. Et le dernier numéro. 61, 26, 55, 2. 61, 26, 55, 2. Et une troisième gagnante. Et notre troisième gagnante. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup à vous tous et toutes, et surtout à Camille Robert qui s'est entretenue avec nous. Bonne continuation dans le cadre de vos études, Camille.